On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par les Bema et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, bon président, la nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mamadou Touré, cette déclaration de candidature était très attendue, tant elle peut avoir un impact sur l'exercice, sur le calendrier électoral d'ici octobre 2025. Selon vous, quelles sont les motivations politiques et stratégiques derrière cette annonce de candidature du président Ouattara? Mais il a rappelé lui-même, le président de la République. Vous savez, nous sommes rentrés dans un processus d'abord au sein du parti, où à l'occasion donc des pré-congrès et surtout le congrès, nous avons de façon unanime, je parle des militants, des instances du parti, proposé le président comme notre candidat à l'élection présidentielle. À la clôture du congrès, il nous a dit avoir compris le message que nous lui avons envoyé, mais il se donnait le temps donc de réfléchir et de prendre une décision à son âme et conscience. Et il nous a dit clairement, en toute transparence, que cette décision, il l'annoncerait à l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'au-delà du RHDP, vous devez savoir que dans beaucoup de régions, beaucoup de couches sociales ont aussi manifesté leur désir de voir le président se porter candidat. Le président l'a rappelé, il se porte candidat d'abord pour répondre au défi de la stabilité. Et je crois que c'est la principale raison pour laquelle beaucoup d'Ivoiriens ont souhaité qu'il soit candidat. Nous sommes dans une dynamique depuis bientôt 15 ans. Jamais la Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, n'a connu une longue période de stabilité politique, économique. Et pour beaucoup de nos concitoyens, il était important de consolider cela. Nous avons aujourd'hui des performances économiques avec un taux moyen de croissance d'autour de 6 à 7% depuis 15 ans. Et cette dynamique économique a permis de réduire donc la pauvreté. Ils sont passés de 55% à 37%. Et cette dynamique économique a permis de multiplier par 3 le PIB de notre pays et de constater aujourd'hui une transformation progressive donc de notre pays. Les Ivoiriens ont souhaité que le président Ouattara continue dans cette dynamique. On évolue dans un monde. On est tous contemporains de ce qui se passe dans le monde. Toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui, avec d'abord, ça a été la Covid qui a bouleversé complètement l'ordre mondial. Ensuite, aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, qui a eu un impact sur les économies de la plupart des pays, et surtout l'Afrique. Et nous avons aussi une sous-région qui est en proie à beaucoup de difficultés au niveau sécuritaire. Et la Côte d'Ivoire a ce défi, puisque nous sommes aujourd'hui entourés par quelques pays et qui, malheureusement, sont victimes donc d'instabilité, souvent liées au terrorisme. Alors, dans ce contexte mondial, international et sous-régional, beaucoup d'Ivoiriens ont estimé qu'il avait le leadership nécessaire, l'expérience nécessaire pour conduire pendant 5 ans notre pays et prémunir donc notre pays contre tous ces fléaux et défis. Voilà un peu. Et le président a répondu à cela en toute transparence. Et je lui ai dit qu'au niveau des RHDP, nous nous satisfaisons donc de cette réponse que le président a donnée. Ça a été une réponse, une décision difficile pour lui, mais c'est aussi un sacrifice qu'il fait pour son pays. Et nous mesurons l'ampleur et l'enjeu du sacrifice fait par le président. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens sont de cet avis. Et d'ailleurs, vous avez vu, dans toutes les villes, que ce soit à l'est, à l'ouest, au centre, au nord, de façon spontanée, des Ivoiriens ont manifesté leur joie relativement à cette annonce. Il nous revient maintenant. Moi, je considère que le président a fait sa part. Il est candidat. Il nous revient maintenant de porter cette candidature et de faire en sorte qu'à l'élection présidentielle à venir, dès le premier tour, il puisse gagner avec une large majorité de l'électorat et pour lui donner tout le ressort nécessaire pour faire face aux défis qu'il a lui-même énoncés dans son discours. Très bien. La question que je voudrais poser à Monsieur le ministre, c'est de savoir est-ce que
on est candidat par rapport à ce que prescrit la Constitution, ou bien on est candidat parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on est celui-là qui peut barrer tous les vices, qui peut être un levier contre tous les vices qu'il a énumérés. On est celui-là qui peut être, n'est-ce pas, mener à bien la politique monétaire, etc. On est candidat pour cela, ou bien on est candidat par rapport à la Constitution. Parce que la Constitution ivoirienne prescrit que le mandat présidentiel, c'est 5 ans, renouvelable une fois. Et lui-même, il a eu à le répéter à chaque fois. On en est aujourd'hui à une 4e candidature, qui n'est pas un 4e mandat pour le moment. Parce qu'il prétend, il aspire à un 4e mandat, mais il peut ne pas l'avoir aussi. Alors, ma question est celle-là. Est-ce qu'on est candidat par rapport à la Constitution, mais parce qu'on a bien travaillé? Sinon, Houphouët-Boigny ne serait jamais parti. D'abord, lui dire que il n'y a pas de ruse avec le président Alassane Ouattara. Et il ne faut pas réduire les enjeux à un simple scrutin présidentiel. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de présidents qui sont devenus présidents de la République et qui se sont avérés des mauvais présidents, n'étant pas à la hauteur donc, des aspirations des populations. On en a eu en Côte d'Ivoire. Donc tout n'est pas l'élection présidentielle. L'enjeu va au-delà de l'élection présidentielle. L'enjeu, c'est exactement ce que vous venez de dire et ce que le président Ouattara a dit. On est candidat et on veut être président pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. On est candidat parce qu'on veut apporter la sécurité aux populations. On est candidat parce qu'on veut apporter un mieux-être aux populations. Donc l'élection n'est qu'un mécanisme démocratique qui nous permet d'avoir cette légitimité pour mettre en œuvre donc, tous ces projets. Donc il n'y a pas de ruse. Ce n'est pas une question de préparer quelqu'un en 2 mois. Ça va largement au-delà de ça. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leadership éclairé pour faire face aux défis que j'ai énumérés et qui sont contenus dans le discours du chef de l'État. Vous dites, est-ce qu'on est candidat parce qu'on respecte les clauses de la Constitution ou on est candidat parce qu'on veut améliorer les conditions de vie des populations? Mais c'est les deux. L'intention des candidatures, c'est de dire j'aspire à apporter un mieux-être aux populations, mais il faut que cette candidature soit conforme à la Constitution. Elle a dit. La Cour constitutionnelle a considéré que là, cette nouvelle Constitution, il s'agissait d'une nouvelle Constitution qui consacrait une nouvelle République et donc qui remettait le compteur à zéro et donc M. Ouattara pourrait être candidat. Il a été candidat. Et donc, les 2 mandats du président Ouattara, conformément à la nouvelle Constitution, continuent de courir éventuellement. Et si le président Ouattara est candidat et si les Ivoiriens, comme on le constate, lui apportent un plébiscite dans les urnes, il fera son second mandat et dernier mandat conformément à la Constitution. Donc, il n'y a rien d'illégal. Maintenant, on attend des discours de la part des gens qui rechignent à compétir contre le président Alassane Ouattara. Voilà. Je vais revenir un peu sur 3 éléments. Allez-y. Le caractère légal, le caractère moral, le caractère social de cette candidature. Je ne suis pas expert en droit, mais je sais que... Vous êtes politologue. Vous avez l'avantage de bien analyser les faits. Bon, je vous en prie. Hein, voilà. Alors, en 2016, lorsque l'avant-projet de la Constitution devait être fait, la présidence, je crois, le 31 mai 2013, a publié la liste, 2016, a publié la liste des experts. Ces experts-là étaient 10. Le président était le professeur Ouraga Obou. Dans cette commission, il y avait 2 membres, M. Ibrahim Sissi Bakongo et M. Sansan Kambile, ministre de la Justice. Alors, quand vous prenez le communiqué qui est fourni par la présidence, devant les dictures Sansan Kambile, c'est mis commissaire du président. Le commissaire, ce n'est pas le commissaire du gouvernement, le commissaire du président de la République, dans une question d'avant-projet de loi, a pour rôle de donner les orientations. Il est comme l'interface entre la commission et le président. La nouvelle constitution, en son article 55, avait brisé la limite d'âge. Alors, les Ivoiriens ont commencé à s'interroger sur cette question de la nouvelle mandature ou de l'éventuelle mandature du président à la candidat parce que la Constitution ne lui permettait pas. En tant que commissaire du président de la République auprès du comité des experts, le ministre de la Justice, M. Kambile, a représenté la commission au Parlement. Il a tenu le même langage. M. Ouraga Obou, selon le site, je peux me les citer, yoklo.com, pendant cette période a dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'en 2020, principalement le 6 août, le président fait volte-face après avoir annoncé le 5 mars qu'il ne serait plus candidat,
Il justifie cela par un cas de force majeure dû au décès de M. Amadou Gon. Alors là, le débat s'est posé. Le débat s'est posé. On n'a entendu personne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la posture de nos intellectuels qui avaient, des juristes d'alors, qui avaient plus ou moins la responsabilité de se prononcer clairement au fait d'éclairer l'opinion. M. Cissé Bakongo n'a fait aucune déclaration, le ministre de la Justice n'a fait aucune déclaration. M. Oraga Obou, bien qu'interpellé par un courrier du secrétaire général d'alors du PDCI, M. Maurice Kakou-Gawé, n'a pas répondu. Interpellé dernièrement à l'université de Bouaké, lors d'une conférence, je pense que c'était en 2022 ou 2024, M. Oraga Obou a justifié son silence par 3 faits. Premièrement, il a dit que quand la Constitution est promulguée, le comité d'experts était fort clos, donc il ne pouvait plus se prononcer. Deuxièmement, il a estimé, j'emploie son expression, que le débat était pourri. Donc, en tant que juriste, il ne pouvait plus se prononcer. Troisième élément, il dit avoir dit que le président ne sera pas candidat et non avoir dit que le président ne peut pas être candidat. Analysons un peu les faits de M. Oraga Obou. Même pendant la période de la promulgation, c'est pendant cette période-là avant que M. Bakongo et M. Kankan Sambile se sont prononcés. S'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le faire. Deuxième élément, quand il dit que le débat était devenu politique, n'était plus juridique, en tant que citoyen, il pouvait donner son avis. Et les militants du président Alassane Ouattara d'alors, le seul constitutionnaliste dont moi j'ai mémoire qu'ils ont, c'est un certain Richard Maton qui après recherche serait un constitutionnaliste fictif. Or, c'est son analyse, c'est son argumentaire qui était mis en avant. Alors finalement, le professeur Oraga Obou dit, il se remet au Conseil constitutionnel. Ça ressemble un peu à du juridisme et c'est ce qui interpelle. Donc au niveau juridique, c'est ce premier élément. Deuxième élément, c'est le niveau moral. Permettez que je finisse. Bon, allez-y, de toute façon, on a tout le temps. Voilà, donc, je finis en même temps. Allez-y. Au niveau moral, vous savez, quand un président vient dire, moi j'ai suivi toutes les interviews du président Ouattara avec la presse française, il était meurtri, il a même été interpellé par Marc Perelman de France 24, le traitant le mégalomane, il a dit non, que ce n'est pas dans son sens, c'est parce qu'il était vraiment coincé. En 2017, il a encore interpellé le président Mugabe, lui disant de passer dignement le flambeau, que ce n'était pas intéressant. Quand après tout ça, le président Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, il avait demandé 5, revient encore se rétracter, parce que c'est une rétractation, s'inquiète pour la morale, pour la figure politique qu'il est, pour la respectabilité qu'il a accompagnée avec tout son parcours politique. Ce ne sont pas des éléments qui sont faits pour le corroborer. Au niveau social, enfin, quand on s'appelle Alassane Ouattara, qu'on a fait l'opposition, que le maître mot de tout ce qui a été au sein de sa campagne, c'est l'exclusion, quand on arrive, qu'on déclare lors d'une visite d'État à Kachiola, qui n'aurait pas d'exclusion, il serait intéressant, dans ce contexte, de faire l'effort de ramener tous les Ivoiriens, tous ces leaders-là qui ne sont pas à la table, sur la liste, afin de voir équilibrer. Mais quand, en plus de se rétracter, en plus de se fier seulement, parce que le seul argument que les partisans du président Ouattara ont, c'est le Conseil constitutionnel a dit. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une candidature qui est clivante et ça n'augure pas forcément d'une stabilité. Je ne suis pas en train de citer quiconque, hein, mais je veux dire, il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ce que vous dites là a été dit en 2020, lorsque le président Ouattara était candidat. Ce sont les mêmes arguments. Vous n'avez pas évolué. Lorsqu'on est dans un état de droit, le débat, il est libre. Bakongo fut-il collaborateur du président de la République, a une opinion. Et on se doit de respecter son opinion. Vous ne parlez pas de Mamadou Koulibaly, qui avait dit qu'avec la nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'Afi N'Guessan, qui avait dit aussi, dans une opinion libre, qu'avec cette nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous vous figez à prendre seulement ceux qui peut-être avaient un avis contraire. Chacun est libre de son opinion et de son avis. La seule juridiction dont l'interprétation de la constitution compte, avec effet juridique, c'est le Conseil constitutionnel. Et je vous dis que ces arguments que vous soulevez, ces arguments ont été soulevés par Nkona Bédié et Afi N'Guessan devant cette juridiction. Il y a eu les avocats d'Nkona Bédié, les avocats représentant M. Ouattara, qui sont retrouvés devant la juridiction. Argument contre argument. Et les juges constitutionnels, qui sont totalement indépendants et libres, ont, selon leur interprétation, jugé que la Constitution permettait à M. Ouattara d'être candidat. On a eu le même cas au Sénégal. Au Sénégal, lorsque M. Ouad, l'ancien président, a modifié la Constitution et a voulu faire un troisième mandat, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. À partir du moment où le Conseil constitutionnel
a tranché, selon son interprétation, selon donc, la nouvelle constitution sénégalaise qui permettait à M. Wade de faire un autre mandat, l'opposition est allée à un scrutin, donc M. Macky Sall, il a battu M. Wade. Donc ce débat, il est dépassé. Alassane Ouattara est candidat. La candidature a été validée, de faire une requête encore devant le Conseil constitutionnel avec tous les arguments que vous avez, et il reviendra au Conseil constitutionnel de décider. C'est ça aussi un état de droit. La question morale, moi je vais la retourner. Et je vous retourne cette question, à travers vous, à tous ces acteurs politiques. En définitive, c'est quoi la morale? C'est de se vertuer à éliminer un adversaire. En réalité, tous ces arguments, c'est du TSO. Je suis obligé de vous dire, c'est du tout sauf Ouattara. Des gens qui ont passé une vingtaine d'années à détester un homme, à vouloir exclure un homme, à monter de façon artificielle, on l'a vu dans ce pays, des lois pour l'exclure, etc., sont tous dans cette logique d'exclusion donc de ce monsieur, en dépit donc des décisions de justice et donc du Conseil constitutionnel. Donc s'il y a un problème de morale, c'est à votre niveau. Eh bien, vous allez vous faire avec, parce qu'il est candidat. En tout cas, sa candidature sera donc déposée. Vous parlez du côté social, mais quand vous prenez toutes ces populations, au-delà même de son camp politique, ces anonymes dans toutes les régions, qui ont exprimé de façon ouverte et à visage découvert, ont demandé au président Ouattara de faire un autre mandat, d'être candidat, parce qu'il leur procure la sécurité. Parce qu'en face, il y a qui? En face, ils ont des gens qui leur font peur, des prophètes du chaos, qui passent leur journée à prédire l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire, et qui, pour la plupart, ont géré ce pays, ont ramené ce pays dans l'abîme. Et les Ivoiriens sont sûrement contemporains de ces deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui existait avant Alassane Ouattara avait ce dans quoi on était, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, tous les progrès réalisés. Maintenant, les débats philosophiques, intellectuels, c'est libre, et je respecte votre opinion, mais votre opinion, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas l'opinion du Conseil constitutionnel. J'ai une phrase qui est devenue finalement un épigraphe après la déclaration du président Alassane Ouattara. Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Est-ce que justement, ce n'est pas un petit problème moral quelque part en disant que je m'engage, mais je ne le fais pas par le devoir? D'autant plus que si on écoute le président du PDC-RDA dans une interview, Alassane Ouattara lui avait promis de ne pas être candidat. Donc, comment vous réagissez à cette promesse encore? C'est peut-être ça que... Deuxième chose de ma réflexion, j'ai l'impression, il y a 2-3 semaines, peut-être un mois, vous étiez sur ce même plateau, je vous ai parlé du problème du RHDP. Parce que finalement, je vous avais dit que la plus grande force du RHDP, c'était Alassane Ouattara, mais finalement, ça peut devenir sa faiblesse, du RHDP. J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garantie? Si c'est un homme qui l'a garantie, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara? Parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, d'ailleurs, je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous, en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a, par exemple, Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a la quarantaine, disons. Voilà, quarantaine, on a des tendances. Et la population ivoirienne a plus de... Tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. on en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Sur la question de la morale, j'entends, on entend tous. Les adversaires du président Ouattara ont décidé d'en faire, selon eux, un problème de principe, un problème de morale. Moi, je m'interroge toujours
sur la crédibilité des postures et du discours. Il est connu ici que Laurent Gbagbo, et vous pouvez voir les vidéos, a dit qu'après 75 ans, on ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est de notoriété publique que le président Henri Konan Bédié, après l'élection présidentielle de 2010, a dit que c'est sa dernière élection et qu'il ne serait pas candidat. Mais je ne vous ai pas entendu, mais monsieur. Avoir le même jugement de valeur sur la morale de M. Gbagbo, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est candidat, alors qu'il avait dit qu'à 75 ans, on ne devait plus être candidat. Le président Henri Konan Bédié a été candidat en 2020. Il avait 86 ans. Beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Cette indignation sélective, mais qui en réalité cache du TSO, du tout sauf Ouattara, n'est pas admissible. Le président Houphouët-Boigny a été candidat en 1990. Est-ce que vous savez qu'il avait 85 ans? Mais le PDCI qui parle aujourd'hui a salué la candidature du président Houphouët-Boigny. Le slogan des campagnes, c'était quoi? Le don de soi. Mais pourquoi il y aurait don de soi d'Houphouët-Boigny en 90 et puis il n'y aurait pas de don de soi d'Alassane Ouattara pour son pays aujourd'hui? Ali, je ne veux pas être long. C'est quand même important que je vous montre ça. Ça, c'est un journal, Le Nouveau Réveil, qui, en 2019, met à sa grande une, à 85 ans, Bédié, l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'à 85 ans, le président Bédié est beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai envie de vous dire, le président Bédié n'est plus, bon. Non, mais ce que je vais dire, c'est un raisonnement. Oui. Cette complaisance et ce manque de rigueur dans l'analyse, et qui donne souvent l'impression qu'on a un problème avec un individu. Parce qu'il a dit. Pourquoi le PDCI qui crie aujourd'hui considère qu'à 85 ans, le président Bédié était l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, et à 83 ans, Alassane Ouattara, avec tout le bilan réalisé, ne le serait pas. Et donc, chacun a sa morale. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on est dans un état de droit, la seule instance habilitée à juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Il a tranché, et pour nous, ce débat, il est derrière nous. Le président Thiam, qui dit que Alassane Ouattara lui a promis de ne plus être candidat. Mais j'ai envie de vous poser vous-même la question. C'est vous l'invité, c'est pas moi. Oui, mais quel crédit on accorde aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Quel crédit vous accordez aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Bon, c'est pas l'objet du débat. C'est ce que je voulais dire. Non, s'il vous plaît. Oui. C'est pas l'objet du débat, monsieur le ministre. D'accord. Bon. Alors, pour moi, ces propos n'ont aucun crédit. Voilà. Et je pense que vous l'avez vous-même rappelé suffisamment sur ce plateau, les contre-vérités, les demi-vérités, etc. C'est quelqu'un qui, dès le départ, a fait croire aux gens que lui ne serait pas candidat si Alassane Ouattara était candidat, qui a organisé lui-même son éligibilité et qui n'a pas fait sa démarche donc dans les temps voulus. Donc tu ne peux pas organiser toi-même ton éligibilité et détenir le débat. Le président Ouattara n'a fait de promesses à personne, notamment à Tidiane Thiam. Les engagements dont le président Ouattara parle, ce sont des engagements qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens. En 2020, il a réuni le Parlement et il a eu une position. Et c'est ce qu'il dit. Voilà. Et par rapport à ça, il explique aujourd'hui que oui, j'avais décidé de ne pas être candidat. Non pas parce que la Constitution m'empêche d'être candidat, mais c'était une décision personnelle. Et aujourd'hui, les circonstances, parce que vous avez fait référence à une interview avec Boisbouvier, mais au cours de la même interview avec Boisbouvier, le président a mis en évidence que si les circonstances l'exigeraient, en ce moment-là, il appréciera. Et donc, aujourd'hui, nous estimons que le contexte national, international, guide que M. Ouattara puisse être candidat pour continuer donc à poursuivre ses actions de développement. Vous parlez de la transmission à une nouvelle génération. Moi, je donne mon point de vue là-dessus, M. Banga. Après Houphouët-Boigny, je considère que le président Alassane Ouattara est celui qui aura fait le plus la promotion des jeunes dans ce pays, dans tous les secteurs d'activité. Au gouvernement, dans l'administration, dans les entreprises publiques. On a même poussé des jeunes dans le secteur privé qui sont montés donc, en puissance, et dans tous les secteurs d'activité.
Cette transition générationnelle a commencé depuis quelques années. Le président gère avec une équipe. Et une équipe a besoin d'un chef. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le chef qui va conduire cette équipe. Mais l'équipe qui décide n'est pas si jeune. Hein. Le vice-président, le premier ministre. Oui, mais l'équipe ne se réduit pas à 2 ou 3 personnes. L'équipe, c'est toutes ces personnalités ou personnes qui, à quelque niveau que ce soit, occupent des responsabilités importantes au sein de l'appareil de l'État ou même au sein du secteur privé et qui contribuent à ce que nous sommes aujourd'hui. Et à la tête de cette équipe, il y a un leadership. Et nous considérons à l'unanimité que le président Ouattara a encore les ressources nécessaires pour conduire ce pays. Et à ce sujet, monsieur le ministre, justement, beaucoup d'observateurs disent, le président Ouattara lui-même avait amorcé ce renouvellement générationnel, il avait annoncé dans bien d'interviews et d'occasions de prise de parole publique. Finalement, les gens se disent, les collaborateurs du président Ouattara, on peut utiliser l'image de dire, ses enfants, finalement, ils fuient leurs responsabilités. C'est aussi l'autre lecture qu'on peut faire. Oui, mais c'est réducteur. Si vous considérez que le renouvellement générationnel se limite seulement au poste de président de la République, je peux vous suivre dans votre raisonnement. Mais si le renouvellement générationnel, c'est la capacité ou c'est la possibilité à des jeunes générations d'occuper des responsabilités aussi importantes. Mais Abdrahmane Cissé, il a été quand même ministre du budget à 32 ans. Il avait à peine 40 ans lorsqu'il est devenu secrétaire général de la présidence. Je peux prendre Kinapara, qui est aujourd'hui le DG du BIET. Je peux prendre beaucoup d'exemples, des gens qui sont à des positions stratégiques. Et cette dynamique-là, le président dit, elle va se poursuivre. Il faut peut-être dédramatiser un peu ou réduire un peu toute la cristallisation autour de la fonction présidentielle. Ça veut dire quoi? Je vais dire... aujourd'hui, tout est réduit à la fonction présidentielle. Le président de la République... Parce que c'est la fonction suprême. Oui, mais au-delà du président de la République, c'est une équipe. Et la notion que le chef d'État nous inculque aujourd'hui, c'est la notion d'équipe. Voilà. Et nous, aujourd'hui, au nom des RHDP, nous constituons une très belle équipe. Et nous espérons qu'avec d'autres Ivoiriens qui le voudront, nous pourrons construire une très belle équipe. Et nous sommes heureux, en tout cas, d'être aux côtés du président Ouattara, d'apprendre auprès de lui et d'occuper des responsabilités importantes, chacun dans ce secteur apportant sa contribution à l'édifice. Oui, parce que Laurent Gbagbo a dit ça, alors Alassane Ouattara peut. Parce que Henri Konan-Bédié a dit ceci, donc Alassane Ouattara aussi peut. Bon, je ne trouve pas cela vraiment... C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Assez dynamique. Et c'est ce que vous avez sorti tout à l'heure, le titre du nouveau réveil. Non, j'ai dit 2 choses. Voilà. Et donc, vous voulez dire que... Je vais laisse terminer, après vous allez répondre. Comme Henri Konan-Bédié avait 85 ans, et puis bon, le PDC voulait toujours l'élu comme un don de soi, alors Alassane Ouattara peut avoir 80... Bon, donc préciser. Bon, c'est ce que moi j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai entendu, moi. On les laisse repréciser. Vous avez écouté le discours du chef de l'État. Il s'est adressé aux Ivoiriens. Les raisons qu'il amène à être candidat sont des raisons objectives. Des raisons domestiques, donc la nécessité de... Si on est attaché au respect de la parole donnée, j'aurais voulu avoir la même rigueur d'analyse avec les autres. Et ce que j'ai dit, c'est que Laurent Gbagbo a dit dans ce pays qu'il ne conçoit pas qu'après 75 on puisse être candidat. Il a 80 ans, il a une intention de candidature. Ce que j'ai dit, c'est que Henri Konan-Bédié, en 2010, a dit que c'est sa dernière candidature. Mais en 2020, 10 ans après, il était candidat. Je suppose qu'au sein de ces partis, ils estiment aussi que par rapport donc à des enjeux internes, l'un et l'autre étaient donc les personnalités les mieux indiquées. Mais les raisons du président Ouattara, le président s'est adressé aux Ivoiriens. Il est candidat pour les Ivoiriens, il est candidat pour poursuivre ce qu'il a commencé pour les Ivoiriens, et il est candidat pour la stabilité au profit donc des Ivoiriens. Oui, monsieur le ministre, quand vous dites tout ça là, est-ce que vous-même vous n'êtes pas quelquefois, est-ce que vous n'êtes pas frustré? Parce que on vous sent une certaine aisance dans le développement de certains sujets, donc une certaine maturité, monsieur le ministre. Vous avez fait toutes ces années-là avec le président Alassane Ouattara, et puis bon, il y a eu quand même des moments dans la vie où on a des responsabilités qu'on peut assumer.
quand à plus de 80 ans, le président se représente encore, est-ce que vous, ça ne vous frustre pas? Je vous cite un peu pour illustrer tout cela. Vous avez dit que le président, c'était dans la période du 3e mandat, que le président Ado n'est pas Laurent Gbagbo, qui dit quelque chose et pense autre chose. Hein? Sa conception de la politique n'est pas là de la roublardise. Oui. Il a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat et il ne fera pas ce 3e mandat. À la fin, il a fait le 3e mandat. Aujourd'hui, il est dans la course pour un 4e mandat. Est-ce que tous ces reniements-là... Et aujourd'hui, vous êtes en train de défendre la position d'un 4e mandat. Est-ce que tous ces reniements-là, vous-même, ça ne vous gêne pas? Non, alors vous avez mal retranscrit. Je dis exactement ce que j'ai dit. C'était à Bouaké. Oui. Donc, ce n'était pas avant un 3e mandat. À Bouaké, j'ai dit ceci. Effectivement, le président Ouattara n'est pas le président Laurent Gbagbo. Le président Ouattara ne dit pas une chose alors qu'il pense autre chose. Lorsque le président Ouattara a dit qu'il ne veut pas être candidat, le président Ouattara le pensait réellement. Et ce qui traduit cela, c'est qu'il allait jusqu'à désigner Amadou Gon Coulibaly pour être candidat. Lorsque le président Ouattara a estimé que les circonstances devaient l'amener à être candidat, en dépit du fait, avant ça, malgré le fait que ces militants, déjà en juillet 2020, se soient réunis comme en 2025 pour lui mettre d'être candidat, le président Ouattara a dit non, attendez, laissez-moi prendre le temps de la réflexion. Et il a réfléchi et il a estimé que, en toute responsabilité, il décidait d'être candidat. Lorsque nous avons décidé aujourd'hui qu'il soit notre candidat, il ne nous a pas répondu au stade BNP. Il a dit qu'il décidera en son âme et conseil. Et d'ailleurs, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas un président qui est... Parce que ce que vous dites et ce qu'on entend, c'est comme si on était dans un jeu. En réalité, le président Ouattara a toujours voulu être candidat et tout le reste n'est que superflu. C'était des arguments. Non. Le président Ouattara ne voulait plus être candidat. Il ne voulait pas être candidat, pas parce que la Constitution l'empêchait donc d'être candidat. Il ne voulait pas être candidat en dépit du fait que la Constitution lui permet d'être candidat. Les circonstances donc, du pays font que le RHDP et beaucoup d'Ivoiriens lui demandent d'être candidat et par devoir, il décide d'être candidat. Moi, je vais vous soumettre un exercice. Parce que ce débat surréaliste que nous avons aujourd'hui, on a eu ce même débat en 2020. En 2020, c'était les mêmes argumentaires pour ne pas affronter Alassane Ouattara. Il est trop âgé, il ne peut pas faire un 3e mandat. Mais ceux qui trouvaient que le président Ouattara était très âgé ne trouvaient pas qu'Henri Konan Bédié, qui était candidat en 2020, était très âgé. Le manque d'objectivité. Ceux qui estimaient que le président Ouattara était très âgé ne trouvaient pas que quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui a 3 ans de moins que Alassane Ouattara, était très âgé. Monsieur, si Alassane Ouattara a été effectivement candidat 5 ans après, est-ce que vous estimez, vous, que le président Ouattara, les 5 dernières années, a apporté beaucoup à ce pays? Est-ce qu'en dépit de son âge, il a été à la tâche? Est-ce que ce pays a progressé? Parce qu'on avait prédit l'apocalypse. On avait dit que s'il était candidat en 2020, vu son âge, etc., il ne gérerait pas le pays. Le pays a progressé en 5 ans. Et le président a dit qu'il a un état de santé qui lui permet d'être candidat. Il est candidat. Moi, je pense que ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est parce qu'on a quand même l'avantage d'être sur le terrain. Moi, j'ai l'avantage aujourd'hui d'être président de région. Quasiment tous les week-ends, je suis en territoire. Je suis dans les hameaux les plus reculés de ma circonscription. Les Ivoiriens ont juste besoin de sécurité. Ils ont besoin donc d'un mieux-être, donc d'avoir leurs conditions de vie qui s'améliorent. Ils ont besoin donc d'avoir un chef d'État qui lui apporte de l'eau, de l'électricité, etc. Et pour le moment, Alassane Ouattara est celui qui le fait. Et ces Ivoiriens-là, au-delà des débats philosophiques de 3e, 4e, 5e mandat, veulent avoir à la tête de ce pays quelqu'un qui peut leur procurer cela. Mais monsieur, laissez-le terminer, vous aurez le temps. Et cette volonté des Ivoiriens n'est pas en contradiction avec notre Constitution, puisque si en dépit de cette volonté des Ivoiriens, la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat, il ne serait pas candidat. Il se trouve que la Constitution permet au président Ouattara d'être candidat, donc pour nous le débat est clos. Oui, moi, je termine. Oui, on devait peut-être s'arrêter là, mais quand vous mettez tout cet argumentaire-là, je vous ramène au Bénin. Au Bénin également, la population réclamait M. Talon, mais il a décidé de respecter le mandat, et puis c'est fini. Dès qu'il s'en va, il s'en va. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Oui, mais, réaction? Oui, mais d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est le Bénin. La Constitution ne permettait pas au Bénin, à M. Talon, de faire notre mandat.
Ici, la Constitution permet à M. Ouattara de faire un autre mandat et donc comparer ce qui est comparable. Je dis que si la Constitution ne permettait pas à M. Ouattara de faire un autre mandat, il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, la Constitution permet à M. Ouattara de faire un autre mandat. L'opposition gagnerait à concentrer toute leur énergie à chercher à aller battre Alassane Ouattara dans les urnes que d'être dans un débat tout sauf Ouattara qui ne répond à aucune logique. Le sujet, ce n'est pas le bilan du président. Hein. Voilà. Le sujet, c'est la candidature. On espère avoir des émissions pour évoquer les bilans et les perspectives. Quand on parlera du bilan, on se prononcera largement, parce que moi aussi j'ai mon avis qui n'est pas forcément l'avis de Banga, parce que moi j'estime que quand on voit les normes d'être... D'ailleurs, mais vous avez posé une question sur l'exclusion, et le montant attribué aux infrastructures, le montant qui a été, je dirais, avancé, je pense qu'il y a un espace, hein, c'est un peu abyssal. Mais on reviendra dessus. Je voulais aussi rappeler que le sujet, ce n'est pas le président Henri Konan Bédié, ni le président Laurent Gbagbo, ni l'opposition. Le sujet, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. Je suis heureux que vous, aujourd'hui, qui êtes du RHDP, preniez pour référence le Conseil constitutionnel. Ça me plaît. Oui. Et j'espère que jusqu'à dans le futur, les Ivoiriens vont toujours se référer au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, dans votre posture, et c'est le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Quand on est au pouvoir, on dit c'est la loi. Le président Ouattara a fait un discours au Forum de la Résolution nationale. Il a dit que son problème, c'était pas un problème juridique, c'était un problème politique. Vous, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites, bon, le droit à dire, le droit, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est en cela que j'interpellais cette question-là sous l'angle social. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous voyez, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous dites, quand le président Bédié parlait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai dit, tout sauf Ouattara. Les rhétoriques, le problème, ce n'est pas de tout sauf Ouattara. Vous dites les adversaires, où sont-ils? Si tel est que le bilan est tellement pragmatique que vous êtes sûr, ben laissez tout le monde compétir, on verra. Alors, vous me laissez finir. Oui, allez-y, excusez-moi. Allez laissez tout le monde compétir, on verra. Dans le discours du président Ouattara, il dit les candidats parce qu'il veut assurer la sécurité. Je rejoins un peu. C'est surtout, ça ressemble à ce qu'on appelle le péril apocalyptique. Du genre, je rejoins Banga, si le président Ouattara n'est plus là, ah ben là c'est le chaos. Alors, il faudrait quand même pérenniser et encourager la jeunesse. Parce que vouloir réduire tout un parti à un homme, bon, pour nous autres qui enseignons des cours de démocratie aux étudiants, ça complexifie un peu la tâche. Ça, c'est le premier élément. Alors, il serait intéressant, j'insiste, qu'on contribue à ouvrir le jeu politique. Parce que la candidature du président Alassane Ouattara, c'est bien bon. Hein? Il a fait d'énormes efforts pour pouvoir... Parce que la responsabilité d'un président de la République, c'est de garantir l'intégrité du territoire. Il a fait. Là, on le concède. Mais je vais dire, il serait intéressant, pour moi, ça c'est mon avis, c'est du juridisme. Parce que dit, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Et on m'a dit tout à l'heure que M. Mouadou Koulibaly a dit, M. Afin, moi je parle de ceux qui représentaient le président Alassane Ouattara au sein de l'avant-projet. D'accord. Alors, donc, j'estime que nos débats doivent porter sur l'argumentaire qui concerne la candidature. Le président Bédié a dit, le président Ouattara a dit, c'est pas de ça que nous parlons. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Donc, je souhaite que votre argumentaire, pour être plus solide, parce que vous dites que ces arguments sont objectifs, bon, oui, c'est votre avis. Nous aussi, les questions que nous posons sont objectives. C'est intéressant qu'on reste sur cet argumentaire, qu'on laisse un peu, c'est du réchauffé. C'est ce que vous dites, tout le monde contre Ouattara. Bon, ça peut être possible, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je souhaite que vous prononcez clairement sur ce dont nous parlons. Mais je vais vous dire, écoutez, moi, vous êtes un intellectuel. Ce que je vous dis sur la forme, avant de venir sur le fond, c'est que la même exigence que vous avez par rapport à un certain nombre de questions vis-à-vis de Ouattara, j'aurais souhaité que vous ayez la même exigence vis-à-vis donc de Laurent Gbagbo ou d'autres candidats. On ne parle pas de lui maintenant. Mais non, écoutez, mais je vous ai jamais entendu parler de lui. Si, moi j'ai parlé de lui. S'il vous plaît. Et donc, j'ai dit que vous devez avoir... pas ensemble, s'il vous plaît. Vous devez avoir donc ces mêmes exigences. Or, on a le sentiment qu'on a des exigences à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit de Ouattara, il n'y a aucun problème, il doit pas faire notre mandat, il est âgé, etc. Et les mêmes partis politiques, il y a vous-même, mais il y a aussi d'autres partis politiques qui tiennent le même discours. On a entendu aujourd'hui encore un représentant des partis politiques avoir les mêmes arguments, mais ces mêmes partis ferment les yeux sur leur propre turpitude en interne. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, ce que je veux corriger, vous parlez d'exclusion à l'élection présidentielle. C'est quoi une exclusion? Je vous dis c'est quoi une exclusion. Allez-y.
Parce que le fait pour des candidats de ne pas remplir les conditions d'éligibilité et de ne pas être candidat, ce n'est pas une exclusion. Partout dans le monde, que ce soit en France, écoutez-moi très bien, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, lorsqu'il y a une élection présidentielle, des citoyens ont le droit de faire acte de candidature. Et quand ils ne remplissent pas les conditions, ils ne sont pas candidats. Si, par exemple, vous n'avez pas 35 ans, je fais de la fiction. On dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 35 ans au moins. Vous avez 29 ans, vous avez fait acte de candidature. Si votre candidature est rejetée, ce n'est pas de l'exclusion. On appelle l'exclusion lorsqu'on monte des lois, pour exclure donc des candidats. On appelle l'exclusion lorsqu'en 1994, la loi électorale a été modifiée pour exclure Alassane Ouattara, en y introduisant donc des clauses d'exclusion du président Alassane Ouattara. On appelle exclusion lorsqu'à la faveur du débat sur la réforme constitutionnelle en 2000, on allait inclure des notions dans la nouvelle constitution pour exclure Alassane Ouattara. Et M. Laurent Gbagbo, qui était à la base de cette forfaiture, l'a dit au Conseil constitutionnel, et l'a dit lors du forum. Rappelez-vous, M. Laurent Gbagbo a dit, oui, la loi a été faite contre Alassane Ouattara. Donnez-moi une seule loi faite par Alassane Ouattara depuis qu'il est au pouvoir contre ses adversaires. Vous prenez les adversaires qui ne passent pas aux élections. Ils sont victimes soit d'une décision de justice, ou bien, comme M. Thiam, ils ont organisé eux-mêmes leur élimination donc à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que si ce monsieur avait renoncé à temps à la nationalité française, il serait candidat aujourd'hui. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui lui a demandé de renoncer après 18 mois à sa nationalité française. Il aurait dû renoncer à cette nationalité avant la révision. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il y a des candidats qui certainement n'ont pas pu compétir parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. L'exclusion, c'est ce que les autres ont fait par le passé.